tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Chuck RC. Aujourd'hui, on va parler du Hobbytech DB8SL, voilà, le Hobbytech DB8SL, qui est un véhicule qui n'est pas neuf, puisque c'est un véhicule qui appartient à un des membres du club Drakkar RC au jeu roule, notre club qui est à l'essai. Donc, merci à lui de me prêter ce véhicule que je puisse faire une petite vidéo dessus, et puis aussi voir s'il a un petit souci d'amortisseur et de variateur. Donc on en profitera pour regarder un petit peu le véhicule en plus près. Donc merci à toi Jonathan de me prêter ce véhicule le temps de cette vidéo, et peut-être même d'une seconde vidéo, une fois qu'il sera remis en fonctionnement. Alors le Hobbytech, on va l'appeler durant la vidéo le DB8SL. Le DB8SL, c'est donc un véhicule format Desert Buggy, on va dire, voilà. Puisque vous voyez bien que c'est vraiment le véhicule typé pour aller dans le désert. Donc Desert Buggy, véhicule pour Hobbytech qui est à l'échelle 1/8. Pour Hobbytech, parce que chacun met l'échelle qui va à son véhicule, mais là il est donné pour être à une échelle 1/8. Sauf qu'en regardant un petit peu de plus près la mécanique, ce qu'on verra tout à l'heure, tout ce qui est transmission, amortisseur, je dirais tout ce qui est train roulant et la mécanique du véhicule se rapproche plus d'un véhicule 1/10. Donc on pourrait dire que c'est un véhicule 1/10 qui a été un peu survitaminé au niveau châssis, au niveau taille des roues, carrosserie, pour avoir un véhicule d'une taille assez proche du 1/8, mais avec la mécanique de l'1/10. Donc voilà, premier petit point, et d'après ce que j'ai pu voir sur internet, parce que je ne connais pas le véhicule, donc je me suis juste un tout petit peu documenté avant de faire cette vidéo de présentation. Un véhicule qui est donné comme étant assez costaud, étant bien sympathique à rouler, mais avec une mécanique plutôt 1/10 qu'1/8. Tout bêtement en le regardant, voyons, on peut savoir juste aussi d'une chose, c'est que ne serait-ce que ici, les tours d'amortisseur ici sont très très fines, on est de l'ordre de la du 3 ou du 4 mm, alors que sur tout ce qui est véhicule 1/8, on est, alors où est-ce qu'il est mon truc, voilà, tout ce qui est véhicule 1/8, on est plutôt sur du 5, du 6, voire plus. Voilà, là on est sur du 4, tout simplement. Donc on est plus proche, de par plein de petits éléments, d'un véhicule 1/10. Voilà, donc Desert Buggy, 4 roues motrices, 4 roues motrices, un petit aileron, une rampe ici de phare LED qui sont connectables à l'intérieur. On a un roll cage avec des gros arceaux ici sur le dessus, donc ça lui donne un look vraiment sympa, un look de petit baroudeur, buggy pour aller dans buggy des sables, oui, donc voilà, il y a même un problème au niveau du train avant, qui n'est pas tout à fait réglé pareil. Donc petit look de baroudeur, de franchisseur de dunes, on va dire, avec le châssis. Alors, forcément, il a déjà roulé. Donc il est un petit peu abîmé parce qu'il a déjà roulé, et puis comme je vous disais tout de suite, là je l'ai moi pour faire une petite révision globale, amortisseur, variateur qui n'a plus de marche arrière, et puis faire un petit check-up. Donc, voilà pour... donc tiens, on va parler de la radio, comme ça va être fait. Alors la radio, ne connaissant pas le véhicule, quand j'ai eu la radio dans les mains, j'avoue, un peu déçu, parce que c'est une radio, alors c'est un véhicule qui a quelques années, qui n'est pas tout récent, mais c'est une radio qui fait vraiment relativement cheap, de par son plastique, son degré de finition qui n'est pas extraordinaire, et le volant qui est ni plus ni moins qu'un pauvre rond en plastique. Et franchement, même pas un petit bout de mousse. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, n'importe quelle radio chinoise, on va dire comme ça, un véhicule premier prix, on a un petit bout de mousse sur le volant ici, on est en rondeur, on a des finitions. On voit que là, il y a vraiment deux générations de radio pour un véhicule qui là est bien plus bas de gamme, je dirais, en termes de prix. Même si ça reste de l'axial, enfin, on est quand même sur quelque chose, bon, là l'antenne qui est vraiment presque grossière et qui semble bien creuse. Bon, si on parle de l'effet graphique, si on met de côté l'effet graphique de la radio qui fait vraiment grossière, après elle a toutes les fonctionnalités d'une radio, à savoir on a les trims, on a les EPA aussi au niveau de direction, on a les trims, on a les inversions de voix, on a quand même pas mal de choses. Bon, on a un bouton ici qui permet de binder, on a un bouton switch, qu'est-ce qu'il veut faire celui-là, on ne sait pas trop. Mais bon, on a les trims, on a les EPA, on a quelque chose d'assez complet. On a quelque chose d'assez complet pour le fonctionnement. Par contre, c'est vrai que ce véhicule-là est plutôt destiné aux débutants, et pourquoi pas aux jeunes, aux gamins, parce qu'il est malgré tout assez costaud, puis il est pas mal protégé. La radio me semble grosse pour la main d'un enfant. Voilà. Par contre, c'est vrai que si
c'est gros, c'est volumineux, donc ça fait impression au niveau pilotage. Voilà. Bon. Après, bon, radio toute basique, un peu cheap, mais qui fait le boulot. Bon, le véhicule en lui-même, alors, on a juste une... Allez, la vache. On a une seule... Voyons, c'est une goupille à l'avant, pour pouvoir ouvrir la carrosserie. Et quand on ouvre, ça bascule sur l'arrière, sur deux axes. Ça bascule comme ça. Vous voyez qu'on a vraiment deux axes pour ouvrir la carrosserie. Donc ça c'est plutôt sympa, parce qu'on a un seul clip de carrosserie, on ouvre, la carrosserie est ouverte. Ça c'est plutôt, je trouve ça plutôt pratique. On en profite pour regarder un œil sur la carrosserie. Donc on voit que la carrosserie, on est vraiment protégé par un arceau. On a ici tout ce qui est la déco extérieure, c'est-à-dire les pilotes, et puis le petit câble qui permet de connecter la rampe de LED. Alors, quand c'est fermé, qu'est-ce qu'on constate, hein? Il n'y a aucune entrée d'air, il n'y a aucun flux d'air pour tout ce qui est électronique. C'est-à-dire que là, si je ferme, je suis vraiment calfeutré de chez calfeutré. Mon moteur ne respire pas. Alors, à voir si ça chauffe ou pas, un peu en fonction du combo. Mais là, pourquoi pas faire ici, là, à ce niveau-là, des petites aérations, parce que là, on a vraiment les deux pilotes, le pilote et le copilote. On a ici un petit trou, effectivement, vous voyez, ici, vous voyez, qui est là. Je ne sais pas si c'est... Oui, qui a été fait à la main, qui a été fait, effectivement, pour permettre de... Parce que la boîte de réception ici, on a la boîte de réception ici, qui est sur le haut du châssis, qui devait toucher, ou qui n'a peut-être pas sa place initiale. Après, ça a peut-être été modifié par l'utilisateur, mais il me semble que non, pourtant de base elle est là. Mais ça devait toucher, ou elle a été changée, ou légèrement placée différemment, ce qui fait qu'il a fallu faire un trou au niveau de la carrosserie ici. Mais ce qui n'est pas plus mal, parce que ça donne un petit apport d'air, mais qui ne doit pas être extraordinaire non plus, parce que une fois qu'on ferme, on a la boîte, la boîte récepteur qui est vraiment au niveau du trou. Donc, bon. À voir au niveau de la chauffe, en fonction du combo, en fonction de tout ça. Au niveau implantation châssis, je vais prendre ça comme ça. Au niveau implantation châssis, on n'a rien d'extraordinaire. On est sur un châssis type buggy, à savoir d'un côté on a le bac AQ. Ici on retrouve, hop là, ici le récepteur, le variateur, notre moteur, et ici le cerveau de direction. Donc l'implantation type, implantation voilà, de buggy, de truggy, ou de beaucoup de véhicules, un dixième, un huitième, voire un cinquième. Hein. L'électronique d'un côté, et l'AQ de l'autre côté pour contrebalancer le poids. Là on a le récepteur qui est sur le milieu, donc là c'est neutre. On retrouve notre cerveau de direction qui est en position couchée avec la corne vers le haut. Corne en alu. Alors est-ce que c'est une corne en alu d'origine ou est-ce que c'est un changement fait par le propriétaire? Le cerveau est un connect, donc c'est le cerveau d'origine, puisque le cerveau et combo c'est du connect. Donc le cerveau doit être d'origine. Le variateur, c'est un variateur. Hop, je ne sais pas si on le verra mieux comme ça. Ouais, je pense que si, comme ça. Hop. Voilà, c'est un variateur de... Donc on est d'accord, c'est du brushless, hein, on l'aura reconnu. 80 ampères, on est sur un petit variateur de 80 ampères qui accepte 2 à 3 S, donc 80 ampères, 2 à 3 S. Enfin, c'est pas mal. Le moteur est un connect qui fait 2750 kV. 2750 kV en 2 ou 3 S, et ben c'est pas mal. C'est pas trop petit, c'est pas trop gros, je dirais c'est même plutôt pas mal équilibré. Alors si on regarde un peu le moteur au niveau de la taille, on est à... c'est un 60, donc ce serait bien 36-60. Voilà, ouais. On est sur un 36-60. 36-60, variateur 80 ampères, 2750 kV. On est sur un super combo, hein, franchement, c'est le bon combo pour ce type de configuration, en 2S ou en 3S. Après en 3S, carrosserie fermée sans ventilateur dessus. Bon, à voir la chauffe, mais on est vraiment sur un combo qui n'est pas trop petit et qui n'est pas trop gros non plus par rapport au véhicule. Donc c'est plutôt un bon point pour le véhicule, ce genre de combo. Le moteur est relativement sérieux, 36-60 c'est la bonne taille. On a un support de moteur ici en acier qui est franchement qui semble de bonne facture, avec deux vis, dont deux vis de serrage et de blocage où on semble pouvoir légèrement bouger le moteur pour le pignon. C'est pas mal du tout. Alors si on fait un peu le tour au niveau du véhicule, là je regarde, alors les cardans ne présentent pas
d'usure, alors que le véhicule est quand même pas mal roulé. C'est vrai que il ne présente vraiment pas beaucoup d'usure, voire quasiment pas d'usure. Pareil pour l'avant, c'est vraiment à peine marqué. Voilà, donc c'est pas mal. Alors, au niveau de la transmission, on a donc un différentiel arrière, un différentiel avant. Mais a priori, alors là on a la couronne ici, le pignon. Mais a priori, on n'a pas de différentiel central. Là c'est clair. On n'a pas de différentiel central et je pense pas qu'on ait de slipper, parce que là il n'y a vraiment pas la place, alors le slipper est vraiment collé. Et encore que non, là je vois le pignon. Bon. À voir, on regardera quand on fera la révision, mais je suis même pas sûr qu'il y ait un slipper. Donc ça veut dire que là, clairement, et quelque part le combo est plutôt adapté, la transmission va forcément morfler sévère si c'est beaucoup trop violent, puisqu'on n'a rien qui va compenser cet excès de puissance, ce couple, où je dirais, lors d'un saut, un atterrissage sur uniquement un des trains, si vous mettez plein de balles, il y a un train, si vous mettez à l'atterrissage, si vous touchez que le train arrière et que vous mettez de la sauce, bah, il y a un des deux trains qui va demander à partir alors que l'autre va être freiné par le sol, celui-là va vouloir rouler plus vite que celui-là. C'est là qu'un différentiel central va énormément aider, or là il n'y a pas, donc c'est à dire que tout le monde doit rouler à la même vitesse alors qu'il y en a un qui va être freiné par le sol. Donc là, il faut y aller mollo. Mais si ce n'est ça, bon voilà, à voir, est-ce que ça existe en option, un différentiel ou une couronne avec le petit slipper dessus, faudra voir, on verra. Et je pense qu'il n'y a pas de slipper vu l'épaisseur du cage de la couronne. Le slipper semble vraiment... mais on verra quand on démontera pour voir ça. Donc le cardan central, eh ben, c'est un tube relativement épais, enfin creux, hein, il doit être bien creux, mais il est relativement gros, avec de chaque côté un insert pour pouvoir aller dans le cardan qui est fixé sur le pilon d'attaque de chaque... Ouais, c'est ça, de chaque différentiel. Alors, les cellules de différentiel, les bulkheads, me semblent vraiment tout petits. C'est pour ça tout à l'heure que je parlais de mécanique plutôt style 1/10, puisqu'on est, même les tirants, hein, les tirants ici de train arrière, les tirants de direction sont vraiment tout fins. Hein, c'est des tirants tout fins qui font... fait 3 mm, les tirants font 3 mm. Vraiment, si je prends le bulkhead complet, on est sur quelque chose qui est vraiment pas gros. Hein. On est sur ce qui renferme le différentiel, ce que moi j'appelle le bulkhead, hein, cette partie en plastique, cette grosse protection différentielle, fait 3 cm hein, d'épaisseur. On est vraiment sur quelque chose de plutôt petit. Donc des biellettes assez petites. Même les cardans, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des cardans, mais les cardans sont vraiment pas très gros. Voilà, on est sur le cardan de 3 aussi. Donc on est sur quelque chose de plutôt fin, plutôt petit, donc petit différentiel, petit tirant, petite biellette, petit cardan. Donc on est sur une mécanique plutôt type 1/10. Mais ça fonctionne très bien et c'est relativement performant pour cette échelle de véhicule. Ce véhicule n'est pas fait pour aller sur une piste tout-terrain, 1/8, 1/5. Encore à la limite, pourquoi pas gentiment sur une piste 8e, pourquoi pas, mais c'est pas un véhicule qui est fait pour faire des sauts de fou, et c'est pas un véhicule qui est fait pour aller sur du skatepark et faire tout ce qui est figure. Il n'est pas du tout conçu pour ça. Ça, c'est un véhicule, pourquoi pas piste tout-terrain, piste TT, mais tranquille 1/8, et puis tout ce qui est chemin, tout ce qui est prairie bien tondue, tout ce qui est petits champs bien rases, tout ce qui est petits chemins, petits sentiers en terre, voilà, de quoi se marrer, si je suis un peu vulgaire, dire faire le con, mais c'est pas du tout le véhicule qui est fait pour faire du gros bâche ou du gros saut. Ça tiendra jamais. Ça gratte. Si on continue un peu sur le tour du châssis, on a même des pare-boues sur l'arrière, oui. Hop, j'espère qu'on va bien voir, ouais. Ici, on a des pare-boues sur l'arrière. Donc ouais, petite option, voilà, pour éviter que tout ce qui est merde qui vienne de l'avant vienne au niveau du cardan, des amortisseurs. On a la présence de 2 petites barres anti-roulis, une barre anti-roulis à l'arrière, une barre anti-roulis à l'avant. La barre anti-roulis, vous avez votre trinquet comme ça, la barre anti-roulis, je dirais, minimise vous imaginez votre différentiel ici, vous avez vos 2 triangles, la barre anti-roulis minimise le phénomène, voilà, va essayer de faire glisser, ça va minimiser le travail du châssis. Donc plus vous mettez une barre anti-roulis épaisse, plus votre châssis est flex, plus votre châssis est dur, enfin le châssis et surtout les triangles de chaque côté, plus c'est dur. Si vous n'avez pas de barre anti-roulis, votre châssis, vous n'avez aucun mal à le faire travailler comme ça, alors qu'avec une barre anti-roulis, vous allez vraiment le comprimer et le bloquer. En tout cas, le rendre beaucoup plus dur à la flexion dans ce sens-là.
Au niveau des tirants, ils sont tous en pas inversés. Donc on a 2 tirants arrière, 2 tirants devant réglables, les tirants de direction réglables aussi. Donc c'est pas mal, on peut régler comme on veut. Au niveau des cales de train, c'est des cales de train en plastique. Alors en plastique avec un insert dedans ou du plastique? Ça a l'air du plastique. Je ne vois pas de cale réglable, hein, donc bon, de toute façon c'est pas un véhicule dédié à la compétition, donc une fois qu'il est en position, ça bouge plus. Ouais, effectivement. Au niveau réglage garde au sol, alors le réglage au garde au sol, voilà, donc là, alors oui, ok. Donc s'il n'y a pas de réglage possible, c'est-à-dire que si je regarde le véhicule, vous voyez qu'à ce niveau-là, ici plutôt là, on a un petit trou, on le voit à peine, mais on a un petit trou, et quand sur un véhicule c'est possible, vous avez des petites oreilles sur le châssis, vous avez une vis qui passe dans le triangle, qui vient buter sur la petite oreille, et en vissant, dévissant, on peut augmenter ou pas la garde au sol, on peut comprimer, c'est-à-dire que en vissant énormément la vis, je peux forcer mon triangle à rester comme ça. Donc à baisser ma garde au sol. Là, il va aller au maximum de ce qu'il est capable de faire avec les amortisseurs une fois réglés. Mais vous voyez que là, j'ai une garde au sol qui est assez importante. Allez, si je le mets dans le bon sens, comme ça, vous voyez que j'ai une garde au sol qui est quand même pas mal. Et bien, avec des petites vis qui viendraient taper sur le châssis, je pourrais, vous voyez, tout simplement transformer le véhicule en garde au sol comme ça. Donc je peux jouer sur la garde au sol, voilà, avec ces 2 petites vis. Sur ce véhicule-là, il n'y en a pas. Donc vous ne pouvez absolument pas travailler sur la garde au sol. Et c'est pas en changeant la position des amortisseurs que vous allez changer la garde au sol. La position des amortisseurs vous permettra d'avoir un amortissement plus dur, plus souple, plus réactif, mais vous n'allez pas augmenter la garde au sol. La garde au sol est vraiment travaillée par... Tiens, il y a un truc rigolo. La garde au sol est vraiment faite par... Ah oui, c'est original. La garde au sol va être faite par cette petite vis qui va pouvoir brider ou pas les triangles. Alors je viens de constater quelque chose. Bon, il y a du jeu dans les roues, mais... Ah oui, bon. Alors, petit point faible, petit point négatif. Je dis petit parce que c'est vraiment une grosse incidence sur du circuit et quand on veut vraiment s'amuser à faire des compètes, voilà, enfin en tout cas à chercher du chrono quand on fait plusieurs tours. Petit point, là c'est presque, c'est pas grave du tout, mais c'est sympa de le noter. Vous voyez que là mon train, là, il a ce qu'on appelle de l'ouverture. Vous voyez que mes 2 roues avant, elles sont ouvertes. Ça a un intérêt, hein, au niveau de la direction, en sortie de virage. On fera une vidéo bientôt, un de ces 4, quand j'y penserai, si vous êtes intéressé, sur ces réglages ouverture comme ça, et à l'inverse comme ça, pincement. Et là on le voit très bien, vous voyez qu'ici à l'arrière, j'ai du pincement, et ici j'ai de l'ouverture. Alors, le pincement à l'arrière, c'est plutôt ce qu'on voit. On voit jamais d'ouverture à l'arrière, ou alors c'est pour vraiment des cas de figure très particuliers. Mais on a plutôt du pincement à l'arrière et plutôt de l'ouverture devant. Ça ça aide le comportement du véhicule. Le pincement va plutôt vous... Alors on va faire très bref aujourd'hui parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais le pincement va vous permettre d'avoir un véhicule qui va plutôt filer droit. C'est-à-dire sur la ligne droite, le fait d'avoir du pincement va vous donner de la motricité d'une part, et en plus va mettre le véhicule comme si c'était sur un rail, va éviter qu'il bouge de trop, éviter que l'arrière se balade. En gros, l'ouverture va vous servir uniquement quand vous allez faire va vous servir dans le virage, dans la direction, ne va pas vous servir en ligne droite. Parce que quand votre train il est comme ça, quand vous allez tourner, vous allez avoir une roue, même si là ça se voit pas forcément beaucoup, mais vous voyez qu'il y a une roue qui est qui a plus d'angle que l'autre. Ça c'est grâce entre autres à l'ouverture. Donc ça va être nécessaire et utile dans le virage. On reviendra sur ça en détail plus tard. Donc cette fameuse voiture, vous voyez que là, quand je suis débattement à fond, j'ai quelque part la norme, hein, on va dire, en tout cas ce qui est normal, un peu d'ouverture. Je ne sais pas si vous allez le voir. Si je comprime, sauf que là avec la carrosserie, inversion carrosserie, voilà. Si je comprime, vous voyez mes roues? Je vais redébattre. Là j'ai beaucoup d'ouverture, je ne sais pas si on le voit bien. Là j'ai beaucoup d'ouverture. Si je comprime au maximum, je vais mettre droit comme ça, voilà. Vous voyez, on voit que les roues reviennent à l'intérieur. Je comprime, hop, j'appuie. Donc en fait, on a nos roues. Alors je vais le faire ici, mais je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc là, j'ai l'ouverture. Si j'appuie sur le nez, voilà, là on le voit mieux. Les roues viennent à l'intérieur. Donc en fait, j'ai un travail, je suis comme ça. J'ai de l'ouverture en mode normal statique.
quand je comprime, mes roues reviennent à l'intérieur. Ça, c'est pas bon. Alors c'est pas bon. C'est pas bon sur un véhicule, comme on disait il y a quelques minutes, pour la compétition, ou sur un véhicule pour lequel on veut s'amuser à avoir des chronos, ou en tout cas avoir une direction précise et un comportement identique, quel que soit le cas de figure. Là, en fait, l'angle des roues, on va dire ça comme ça, change en fonction de la hauteur du véhicule, donc comment sont comprimés les amortisseurs en fonction de comment est le véhicule sur la piste. De quoi ça vient? Eh bien, vous voyez qu'au repos, vous voyez que ici, est-ce qu'on voit bien? Ouais. Mais ici, mes biellettes de direction, là, elles ont un angle très prononcé. Je ne sais pas si on voit bien comme ça. Parce que j'ai fait mon feignant ce soir, j'ai pas branché la caméra 2, j'aurais peut-être dû. Est-ce qu'on les voit? Je suis paumé. Ouais, on les voit là. Elles sont ici. Vous voyez qu'ici, la biellette du dessous, mon doigt, est vraiment très incliné. Les biellettes de direction sont très inclinées. Donc en fait, l'angle ici, qu'on donne à la tête de la biellette de direction, est vraiment important. Et c'est cet angle qui est important, qui fait que quand j'appuie, je passe d'un angle très couché, je suis au neutre et je monte. Donc là, mon angle est tellement important, ma différence entre le point haut et le point bas est tellement important dans ma course de suspension, que ma biellette qui est comme ça, quand elle travaille, bah là elle met mes roues au neutre, là elle ramène les roues à l'intérieur, roues au neutre, roues vers l'extérieur. Donc là c'est tout simplement parce que le véhicule est entre guillemets mal conçu. Et c'est pour ça qu'on a ce travail des roues. Là je suis complètement débattu, là j'écrase un peu le châssis, là hop, j'ai complètement écrasé le châssis. Alors ça pourrait peut-être être rectifié tout simplement au lieu de positionner la chape de la biellette ici, de la positionner en dessous de la barre d'Ackermann. Mais si je la positionne en dessous de la barre d'Ackermann, est-ce que je ne vais pas brider ma course? Pourquoi pas, ça peut peut-être passer. Mais là du coup mes biellettes vont peut-être être un peu longues, donc il faudra les raccourcir ou changer la tige peut-être. Mais c'est à voir parce que là effectivement il semble y avoir de la place pour mettre la chape en dessous. La chape ne touchera pas la cellule, donc ça c'est bon. Ouais, pourquoi pas. Après par contre, ça va être une question de taille, parce que là on voit qu'il n'y a pas de pas de vis, je vois qu'il n'y a plus de pas de vis de disponible au niveau du réglage du tirant de la direction, donc je me suis peut-être réglé au maximum, donc ça voudrait dire mettre des tirants légèrement plus courts, mais ce serait une chose à faire. Alors, encore une fois, hein, là on parle de quelque chose qui a très peu d'incidence, voire pas du tout, quand on se balade dans les chemins, quand on fait un petit peu de bâche, là où il y a un peu de terre, là où l'herbe est bien tondue, voilà, là je vous parle vraiment de c'est quelque chose qui a une incidence sur circuit. Voilà, bah écoutez, je dis grosso modo ce que je voulais vous dire sur le véhicule. Alors, il a une réputation de véhicule costaud, le châssis entièrement plastique, il a une réputation de véhicule costaud, les plastiques de bonne qualité. Alors, réputation, je suis tout chrono, réputation de ce que j'ai pu voir un petit peu sur certains forums, sur certaines vidéos, mécanique assez costaud, encore une fois, hein, comme on dit à chaque fois, en fonction de ce que vous faites du véhicule. C'est sûr que je vous dis que la mécanique est assez costaud, vous allez sur un skatepark, vous faites un saut de 5 mètres de haut, vous atterrissez mal, vous allez exploser le véhicule. Mais pour un usage, je dirais, familial, basique, en faisant dans la forêt, dans les chemins, choses comme ça, ça va être relativement intéressant. Il y a une bonne protection, il y a un bon combo, juste à voir ce phénomène de chauffe en 3S, parce que là il n'y a vraiment pas d'air qui circule, mais le combo est vraiment pas mal, vraiment adapté à la situation véhicule. On a un beau bac à lipo qui permet quand même de mettre des lipos d'une certaine taille quand même. Allez hop, qu'est-ce qu'on a, une grosse mousse là qu'on peut déplacer si besoin. Mais là, oui, je peux mettre des lipos jusqu'à 14 cm, hein, donc c'est pas rien, 14 cm de long sur 5,5. Puis après, la hauteur, il y a des scratchs, donc on a quand même de la place. Si on parle un petit peu du pare-choc devant, là, un truc qui est très très bien, donc qui se fait beaucoup maintenant. Hein. On voit que le pare-choc devant, on a ici, hop, voilà, on a ici un cercle en plastique qui permet à l'écrasement de prendre la force cinétique, comme on dit, et donc d'absorber la force. C'est-à-dire que quand vous prenez quelque chose ici, un choc, bah, avant de péter, voilà, le pare-choc recule avant de péter. Le plastique, c'est fantastique. Le caoutchouc, c'est super doux. Hein, je m'égare. Mais plastique vraiment flexible, donc ça va absorber le choc avant la casse. Si c'est amené à casser. Voilà, donc les amortisseurs. Alors, ce qu'on va faire sur ce véhicule-là,
On va regarder déjà, les amortisseurs sont complètement à refaire parce que là, vous voyez, ils ne remontent même plus. Là, vous voyez, là je l'ai écrasé, il ne remonte pas. Il y en a un qui ne remonte pas, l'autre qui remonte. Donc là, on a un ça queen. Enfin, voilà, donc là, je serais assez curieux de voir l'état des amortisseurs, mais à mon avis, ils sont complètement vides. On est comme sur de l'amortisseur à bain d'huile. Hein. Donc ils sont vides là, voilà, donc ils n'en peuvent plus. L'arrière, les balles de contrainte sont presque vissées à fond et c'est pas. C'est presque du rebond, donc les balles sont trop vissées, c'est pareil, il faut les refaire au niveau de l'huile. Et le propriétaire a un problème, puisque du jour au lendemain, quand il a ramené le véhicule, il n'y a plus de marche arrière. Alors, j'ai vu aussi que cette superbe radio avait parfois des soucis au niveau fonctionnement. Qu'on l'allumait, je ne sais plus où j'ai vu ça, sur une vidéo, je ne sais plus qui, ou sur un forum, mais il y a un utilisateur qui avait des problèmes en fonction de comment il allumait enfin, en fonction du nombre de démarrage de la voiture, parfois il n'avait plus de marche arrière ou des problèmes de direction, enfin c'était un peu aléatoire. Donc je pense que là ce qu'on va faire, c'est on va voir si on ne peut pas resetter complètement le variateur, voir s'il n'existe pas un firmware plus récent, le mettre à jour, refaire une calibration et voir ce que ça donne, puisqu'il n'a pas cramé, il n'a pas été en surtension, c'est vraiment, il a été allumé et puis tout d'un coup plus rien. Je ferai pareil au niveau de la radio, je vais voir si je peux pas la réinitialiser ou la remettre par défaut, parce que pourquoi pas un bouton, on aurait pas déconné, ou voilà, parce qu'il y a un petit bouton là, le bouton, c'est le bind, non c'est l'EPA plus autre chose, c'est bind EPA, donc il y a peut-être différents modes, bon pour peu qu'il n'y ait pas un bouton qui est appuyé en même temps qu'un autre, sur certaines radios ça peut provoquer pas mal de soucis, donc on va se procurer, alors, petit aparté, comment fait-on quand on n'a jamais eu le véhicule? Bah, tout simplement, j'ai pas la science infuse, donc je vais aller tout simplement sur le site de la marque, le site officiel, et je vais aller récupérer le manuel d'instruction, en tout cas le fichier PDF, qui permet de comment binder la radio, comment la paramétrer. Ce variateur-là, il existe une carte de programmation Connect que je n'ai pas. Mais j'ai plusieurs cartes, hein, j'en ai 5 ou 6, j'ai plusieurs versions d'Obiwin, différentes marques, enfin, j'ai différentes cartes, donc on va regarder si on n'a pas une qui correspond, parce que parfois hein, les constructeurs de variateurs, il y a plusieurs marques, mais c'est souvent du rebadge, etc. Donc on va regarder si Connect, qu'est-ce qui peut aller dessus, je vais faire des tests, et puis sinon on fera la méthode manuelle avec le petit bouton noir, hein, parce que vous avez la carte, et sinon vous avez le petit bouton noir aussi qui permet de switcher de mode. Donc voilà, pour voir le flasher, pourquoi pas, le réinitialiser, le remettre par défaut en tout cas, et voir s'il récupère cette machine arrière, cette marche arrière. Voilà, petite présentation rapide de ce Obitech DB8SL que j'ai vu rouler et qui est franchement super, super fun, super fun. C'est pas, moi je suis pas très desert buggy comme véhicule, en tout cas à cette taille-là, cette échelle-là. Mais à rouler, c'est assez fun, c'est assez joueur. C'est sûr que pour un jeune qui commence, c'est un moitié choix quand même, pour un jeune qui commence, ou alors un jeune ou un adulte qui veut un premier véhicule, sans faire trop de frais, parce que c'est un véhicule qui est à 300 €, je crois, de mémoire à peu près, qui veut un premier véhicule complet RTR, qui fonctionne en 2S ou 3S, donc on a déjà en technologie brushless, avec une autonomie correcte, une bonne bouille, parce que franchement il a une gueule sympa, qui peut faire des petits sauts en 4 roues motrices, on a un bon véhicule qui en plus est costaud. Bah oui, c'est pour moi un bon choix. Après on n'aime pas la forme, on n'aime pas le véhicule, mais c'est un bon choix et c'est un bon petit véhicule pour, je dirais, débuter ou avoir un véhicule alternatif. Bah, même l'arrière il n'en peut plus l'amortisseur. Quand on veut pas mettre trop cher dans un nouveau véhicule, et encore que je dis qu'on a un problème d'amortisseur, mais quand je le regarde, ah oui, alors il y a peut-être un autre souci, c'est que mon bloc arrière, le train arrière, la cellule, la tour d'amortisseur, j'ai mon châssis qui est bien droit, la tour amortisseur part sur le côté. Donc là, peut-être un problème, il faudra voir, on fera peut-être un petit démontage un peu plus complet que ce que je pensais, mais une vis de dévissé, où il y a quelque chose d'un peu de vrillé, tordu, où c'est pas le châssis. Mais effectivement, notre tour d'amortisseur part d'un côté, penche plus d'un côté que de l'autre. Voilà, donc c'était cette petite première vidéo sur le Obitech. Je pense qu'on en fera une rapide une fois que j'aurai tout révisé. Et puis faire un petit test de roulage quand même. Puis avant de le rendre à son propriétaire. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude, un petit pouce bleu, partagez, commentez. Les prochaines vidéos qui suivront, alors dans l'ordre, je sais plus trop,
mais il y a une vidéo de présentation du TRX, enfin une vidéo de présentation de la zone crawler à l'essai où je roule avec mon TRX4 qui est là. Vous avez une vidéo qui va sortir aussi, donc là il est encore emballé ce qu'on le voit, ouais. Là on a le Losi 5B en brushless qui a fait ses premiers tours de roue sur la piste de l'essai aussi. Donc une vidéo va sortir avec un véhicule qui est vraiment super joueur, assez vif, mais comme on le pensait, une autonomie qui est pas énorme, et comparé au DB8, au DB, le XL2, le DB8 de Losi, on a un peu plus, mais c'est pas non plus la panacée, donc c'est clair qu'il faut que ça passe en 12S. Mais par contre, en vitesse, bon, un peu plus de 10 minutes, mais qu'est-ce que ces joueurs, c'est vraiment fun. Ça fait 13 kg par rapport au DB... Ah bah j'ai du mal ce soir, par rapport au DBXL 2, qui lui fait 17 kg. On voit bien que le comportement est beaucoup plus vif. Donc une vidéo sur lui-là, une vidéo sur celui-ci. J'ai aussi le Losi là, qui est complètement démonté en pièces, le Losi 3.0, le Truggy, qui lui a été démonté, nettoyé et qu'on va remonter ensemble. Donc c'est la révision, je l'appelle moi la révision d'hivernage, hein, la révision pendant l'hiver, puisque là on va rattaquer la saison un peu plus importante où on roule beaucoup sur la piste du club, pratiquement tous les week-ends, hein, pas tous les week-ends mais pratiquement tous les week-ends. Donc on repart avec un véhicule qui est complètement refait. On fera pareil sur celui-ci, qui est le Team Coralie Chronos, qui est à l'origine un Mugi que j'ai converti en Truggy pour ma fille. Et puis il y aura aussi une révision du mien, plus d'autres vidéos. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager. Je l'ai déjà dit mais je le répète. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.